Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Société, culture, politique, tous les sujets ont été abordés depuis septembre dans Pendant le 20h. Je vous propose de redécouvrir deux débats. Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Steel, évidemment. D'après le très sérieux journal anglais Financial Times, de plus en plus d'étudiants militent pour un enseignement de l'économie plus ouvert, et cela depuis la crise financière de 2008. Ajun Chang, un économiste du développement à Cambridge, se souvient. Des étudiants frappaient à ma porte en disant « c'est la pire crise financière depuis 1929 » et les professeurs continuent à prodiguer leur enseignement comme si de rien n'était. Et si cela changeait? Et si l'innovation, voire même l'imagination et l'audace s'emparaient des enseignants? Cela permettrait peut-être de poser un regard très différent sur la vie économique mondiale et modifier notre rapport et nos mentalités à l'économie. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Comment allez-vous, mon cher Paul? Ça va, très bien. Pierre, bonsoir. C'est la première pendant le 20h, bienvenue. Effectivement. L'historien Paul Tourkidorian que vous connaissez, l'universitaire Pierre Alessandrine. C'est avec vous, Pierre, que je commence cet échange. La victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, est-ce un hommage posthume à Margaret Thatcher, voire même à Ronald Reagan? Je ne dirais pas ça. Pour avoir entendu François Fillon durant la campagne des primaires, je sais qu'il n'a pas rejeté, loin s'en faut, je dirais, le rapprochement avec Margaret Thatcher. Ce sont des époques différentes, même s'il y a une volonté politique forte, même s'il y a également des orientations qui peuvent s'en rapprocher. Je pense qu'il ne faut pas faire de comparaison hâtive. En tout cas, c'était une campagne électorale. Margaret Thatcher, après, a mis en place tout un tas de choses qui demanderont à être vérifiées. Pour ce qui est peut-être du libéralisme, parce que c'est le sujet du jour, effectivement, il y a une volonté de rétrécir le périmètre de l'État, en tout cas le périmètre de l'État hors du régalien. C'est ce qu'on peut voir transparaître de la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires. Donc en ce sens, on peut dire qu'il y a une part de libéralisme. Sinon, je ne pense pas non plus que François Fillon soit assume comme un libéral pur jus. Il a aussi des convictions profondes, peut-être conservatrices, c'est le mot qui est employé. Je ne pense pas qu'il s'en défende non plus. Conservateur et parfois même ultralibéral. Hein. Oui, mais ultralibéral, c'est quand vous voulez discréditer quelqu'un aujourd'hui, vous dites que quelqu'un est ultralibéral et alors c'est fini, vous le vouez aux gémonies. Donc, Pour revenir sur, en tout cas pour revenir sur Fillon et Thatcher, pour moi c'est retour vers le no future. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que Fillon, effectivement, on saute les quelques années qu'il y a eu de flottement un peu plus ou moins près du libéralisme ou du socialisme ou d'autres choses, et qu'on fait un pont directement, effectivement, avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, et d'autres encore, hein, cette école libérale, cette révolution libérale, comme on l'a appelée. Et là, on est en train de creuser un nouveau fossé. Et les propositions de François Fillon, effectivement, je pense que c'est l'étiquette du cassoulet sur un paquet de rillettes. On nous fait croire que c'est conservateur, un peu mou, un peu léger, un peu light. Et puis derrière, le programme sent bon le libéralisme. Alors, l'ultralibéralisme ou néolibéralisme, effectivement, par le biais d'Internet, c'est devenu un petit peu l'étiquette fourre-tout. Voilà, dès que quelqu'un pose, je dirais, un programme économique un peu dur, c'est un ultralibéraliste ou un néolibéral. Bon, peut-être pas jusqu'à ce point-là. C'est une question de sémantique, hein, ceci dit. Alors, justement, pardon, mais comme Paul parlait de révolution libérale, on va en débattre, on va échanger, vous allez confronter vos opinions. Pierre, est-ce qu'il faut une révolution libérale aujourd'hui? En tout cas, je ne pense pas que le libéralisme demande à faire la révolution, mais que la société, que notre pays ait besoin d'une dose, voire d'une forte dose de libéralisme aujourd'hui, à mon avis, ça tombe sous le sens. Il suffit de regarder la réalité des choses. Aujourd'hui, on a une sphère publique qui est très importante, 57% de PIB de dépenses publiques, c'est colossal, c'est incomparable avec d'autres pays de l'OCDE. Je crois qu'il y a seulement la Finlande qui est à un niveau supérieur. C'est 10, 15 ou 20 points avec des pays, je dirais, comme l'Allemagne ou les États-Unis de plus, ou l'Angleterre. Elles sont au plein emploi ou presque, elles ont des difficultés. On peut parfois pointer le fait qu'il y ait une pauvreté qui soit importante. Je ne pense pas que dans notre pays, on en fasse l'économie. Donc je pense que, je dirais, des politiques étatistes, tout étatisme ou interventionniste à tout crin, avec un volontarisme politique, je dirais,
exorbitant. On touche à la fin de ce système. Et surtout, on voit qu'il s'accroche quelque part au passé, il s'accroche au pouvoir, parce qu'on présente justement le libéralisme dont personne ne se réclame officiellement en France. Hein. Donc le dernier candidat qui s'est... ça fait peur. Madeleine, et il a fait 3,9%. Voilà. Tout à fait, mais Madeleine, pour autant, qui d'ailleurs n'était pas d'accord avec le programme de Fillon, en tout cas sur de nombreux points, pour tout vous dire, donc c'est pour être précis. Mais ce qui est certain, c'est que je dirais que le libéralisme aujourd'hui, ça fait office d'épouvantail, notamment parce qu'il a beaucoup d'ennemis en France, et que vous parliez de l'éducation qui devrait être celle de l'économie dans le secondaire peut-être, le met totalement de côté ou le snob, parce qu'à un moment donné, le libéralisme, on en dit beaucoup de choses. On dit que c'est les banques centrales, on dit que c'est le capitalisme de connivence qu'on peut déplorer régulièrement, on dit que c'est les riches contre les pauvres. Or, le libéralisme, c'est rien de tout cela. Le libéralisme, c'est avant tout, le libéralisme économique en tout cas, c'est une branche du libéralisme qui est une philosophie politique. C'est très simple, c'est de mettre à un moment donné l'individu, de le protéger, de faire en sorte qu'on puisse garantir sa sécurité, on puisse garantir sa propriété, Il y a deux problèmes. et qu'on le soustrait problèmes. à l'arbitraire. Et il se trouve que l'État, l'arbitraire, il en use et en abuse. On va tous les jours. On va venir à la Corse, Je mais citerai sur un ces peu questions-là. Thatcher, qui est l'antéchrist du libéralisme. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de liberté économique. Bon, le problème, c'est que l'absence de l'État, c'est-à-dire l'absence de sphère publique, C'est pas l'absence de l'État. c'est le recul très net de l'État. C'est l'État En qui tout cas, voilà. qui concentre toutes ces missions sur essentielles. sur la fonction publique, donc des hôpitaux, sur l'éducation, etc. c'est En tout déjà cas, c'est ce que les applications qu'on en a vues dans l'histoire, que ce soit sous Surtout Reagan en ou France. sous Thatcher. Surtout en France. Et on a vu les conséquences. En fait, pourquoi le mot libéralisme fait peur? Parce qu'on en a vu les applications. On a vu la crise des subprimes qui est un héritage direct de l'époque Reagan. On a vu l'Angleterre, entre guillemets, dans la rue massivement parce que, effectivement, économiquement, le pays allait mieux, mais socialement, c'était une catastrophe. Le problème du libéralisme, c'est pas tant son utopie économique, c'est la dégradation sociale qu'elle entraîne. Et je dirais le manque de solidarité, l'écart complet, le fossé entre les classes sociales, dont la moyenne et la basse s'effondrent. Alors peut-être qu'une partie de la moyenne réussit à s'échapper vers le haut, mais en tout cas la grande majorité, son niveau social s'effondre, son niveau économique s'effondre. Et bon, sur l'intervention publique, ce qui est rigolo aussi avec les Ronald Reagan, Thatcher et consorts, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait un accroissement des impôts. Alors, quelque part, on est en recul sur l'État, mais il y a un accroissement des impôts. Évidemment. Je vais vous dire ok. simplement, Paul a pris deux exemples. Il a raison, des exemples, c'est bien c'est parlant. Quand Margaret Thatcher a accédé au pouvoir en Angleterre, le FMI était à Londres. Est-ce que vous vous imaginez un peu aujourd'hui, l'Angleterre telle qu'elle est, c'est la Grèce. Aujourd'hui, on s'est aperçu que depuis Thatcher, personne n'est revenu dessus. Il y a eu Tony Blair, il y a eu tout un tas de gens de Labour qui sont venus. Ils ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce que Margaret Thatcher est arrivée, elle a été réélue 3 fois d'affilée par le peuple anglais. Donc je veux bien qu'il y ait eu des gens dans la rue. Effectivement, il y avait des syndicats qui se battaient pour que des mines restent ouvertes. Il se trouve que ces syndicats, pour pouvoir travailler dans certaines entreprises, il fallait avoir leur carte. On voit un peu le niveau de liberté qu'il pouvait y avoir. On parle des subprimes. On fait de l'antisyndicalisme. Effectivement. Non, mais écoutez, Vous pouvez le dire, Paul, hein, mais moi, je regrette que les syndicats ne soient pas plus forts. l'antisyndicalisme. Je regrette que les syndicats ne soient pas plus forts en France. Tout le monde le regrette d'ailleurs. C'est même leur faiblesse. D'ailleurs, en Allemagne, ils sont plus puissants. Il y a moins de grèves. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus puissants. Mais Pierre, c'est ce qu'il faut sur le problème du libéralisme en Exactement, France. Le ouais. fait que les syndicats ne soient pas très puissants en France. Mais absolument, tout à fait. Et justement, c'est une association d'individus qui n'attendent pas que l'État leur donne l'autorisation de s'associer. Je finis sur les subprimes. On disait à un moment donné, c'est la conséquence de tout un tas de choses. C'est surtout la conséquence de politiques qui ont été engagées par Bill Clinton, qui a voulu faire des propriétaires. À un moment donné, il y a une volonté, un volontarisme politique à tout crin de dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. On s'aperçoit souvent après qu'il y a tout un tas d'externalités négatives qui sont extrêmement pénalisantes. Et vous savez, l'économie, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas. Alors, quand on se bat à un moment donné, par exemple, contre des chauffeurs routiers parce qu'ils ont pris l'emploi des gens qui poussaient des brouettes, c'est un peu souvent les combats qu'on voit au quotidien. On a l'impression qu'on va sauver des gens qui travaillaient parce que le pousseur de brouettes, c'est un type sympa, c'est notre cousin, c'est notre ami. Puis on s'aperçoit qu'il y a un salaud qui a un camion qui va lui prendre la place et qui va prendre la place à ses 4 copains aussi. Ben ça, c'est l'économie. À un moment donné, il y a des gens qui ont des choix. Il y a parfois, je dirais, un peu de casse, sauf que c'est le monde qui avance. Mais la casse, le problème, c'est que quand la casse de demain, on ne peut pas refuser le progrès et surtout, il ne faut pas rester figé sur
il y a tout de même. Alors, excusez-moi, je ne veux pas m'immiscer, évidemment. Immiscez-vous, Loin de là, m'immiscer dans vos échanges. Mais néanmoins, on ne peut pas dissocier tout de même le libéralisme, l'ultralibéralisme. Vous avez raison, ce n'est pas qu'une question de sémantique, même si on ne connaît pas l'application de l'ultralibéralisme. Non. Ce sont des mots. Je ne sais pas ce que c'est. Exactement, en France. En tout cas, en France, ça n'existe pas, pour le moment. Mais on ne peut pas dissocier cela quand même des politiques très libérales, comme c'était le cas en Angleterre, comme ça a été le cas dans les années 80 aux États-Unis, avec une certaine casse sociale tout de même. Non, Dans certains pays d'Amérique du Sud aussi. Enfin, je rappelle quand même qu'un des piliers Friedman du libéralisme... Milton Friedman. Exactement, de l'école de Chicago... Bon, on pourrait citer l'école autrichienne aussi, mais pour ce cas-là, c'est l'école de Chicago. Les Chicago Boys. Les Chicago Boys sont ceux qui ont formé la plupart des dirigeants, ou en tout cas des conseillers économiques, des dirigeants des dictatures d'Amérique du Sud, mandatés bien évidemment par l'Amérique libérale. Notamment Pinochet. Pinochet, voilà. Pour le citer. Donc pour l'instant, les applications du libéralisme et les mises en pratique du libéralisme qu'on connaît, ce sont des dictatures d'Amérique du Sud. C'est l'Amérique de Reagan, c'est l'Angleterre de Thatcher, c'est un certain Japon aussi dans les années 80. Libéralisme économique. Économique, voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur les dictatures d'Amérique du Sud et des Caraïbes, dont on s'aperçoit que celles qui souffrent le plus aujourd'hui n'ont pas trop subi l'influence du libéralisme. Le Chili aujourd'hui se porte bien. Et c'est une bonne chose pour lui. Le Venezuela, qui pour le coup a pris le contre-pied strict du libéralisme et l'a poussé à son paroxysme, et vit dans une misère noire, alors qu'il est un des pays qui possède le plus de réserves pétrolières du monde. Il devrait être dans une opulence pas possible. Et on s'aperçoit que même s'il est bardé de bonnes intentions, parce qu'il faut toujours savoir qu'à un moment donné, la route qui mène à l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et il se trouve qu'à un moment donné, cette générosité, ce volontarisme politique qui est effréné, à un moment donné, malheureusement, aboutit à tout un tas de problèmes dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Alors, messieurs, je voudrais qu'on revienne un petit peu en Corse et le libéralisme dans le paysage politique insulaire. Il nous reste que quelques instants. Moi, j'en parlais sur Internet il n'y a pas très longtemps. Pour moi, le nationalisme tel qu'envisagé à l'heure actuelle par la majorité aux responsabilités à l'Assemblée de Corse, c'est surtout d'une forme de troisième voie, je dirais, qui se soucie à la fois du bien collectif, etc., mais qui en même temps cherche aussi à développer une forme de capitalisme sain et vertueux, je dirais, dans le sens où il peut permettre, où il peut aider aux entreprises corses, par exemple, de se développer, de s'émanciper, peu importe. Enfin. Et donc il y a un petit mélange des deux. Il ne s'agit pas d'un collectivisme complètement borné ou d'un libéralisme complètement gratuit. Je pense que c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des libéraux nationalistes ? Moi, je pense que oui. Je crois en connaître. Oui, il y a toutes les tendances. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt à l'extrême gauche ? Je crois que oui aussi. Et je crois qu'à un moment donné, s'il y a une volonté de développer, je dirais la Corse, et qu'en tout cas leur politique, mais ça c'est... Ça les regarde. Je pense qu'il va falloir justement clarifier. Non, mais tout à fait. Mais il va falloir clarifier ça parce qu'il va y avoir pour eux des difficultés. C'est même essentiel. Hein. C'est essentiel dans les actes. Parce qu'après, exactement. se définir comme un libéral, tu parlais de Camille de Rocazera, effectivement. Non, je crois savoir qu'il a en tout cas... Voilà, il a peut-être des idées, mais sur le terrain, au niveau politique corse, je pense que même quelqu'un des Républicains ou de la droite ne peut pas se réclamer du libéralisme, dans le sens où on est une société de promiscuité, de proximité et de porosité. Et il est très difficile de ne pas pratiquer, je dirais, une solidarité presque populaire, même quand on est de droite, ne serait-ce qu'au niveau électoraliste. La difficulté à être libéral en Corse, c'est qu'à un moment donné, c'est une philosophie quand même politique qui s'oppose à l'État. Il se trouve que l'État échappe, je dirais, à notre seul contexte local. Donc à un moment donné, se positionner aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui sont contre l'État pour d'autres raisons, qui voudraient peut-être reproduire à l'identique l'État qu'on peut connaître en France, en Corse, reproduire même un nationalisme jacobin en Corse, on pourrait tout à fait le voir. Non, mais pour en discuter très honnêtement, il y a des gens qui voudraient le reproduire. Prochain échange. Hein, non, mais c'est des gens qui se projettent un jour dans l'indépendance. Je ne fais pas partie, mais simplement, ils peuvent avoir cette contradiction à un moment donné de reproduire, je dirais, un État centralisé, etc. On a produit des documents à l'Assemblée de Corse récemment qui sont pas forcément très libéraux, avec beaucoup de pages. Nous y reviendrons pour un prochain débat tous les deux. Mais 40 secondes, c'est la règle de cette émission. 40 secondes pour résumer votre pensée. De quoi le libéralisme est-il le nom ? Paul, c'est avec vous que je commence. Je crois qu'encore une fois, la seule chose bien qu'a produit le libéralisme à travers le XXe siècle, c'est encore la frange des punks, l'apparition des punks. Au-delà de ça, pour tout le reste, le libéralisme, c'est le nom effectivement du règne des grands groupes financiers internationaux, c'est le règne des banques décomplexées, c'est le règne du Fonds monétaire international, c'est le règne de l'Organisation mondiale du commerce. C'est le règne de tout ce qui n'est pas solidarité, de tout ce qui n'est pas humanité. On parlait dans une émission précédente de l'implication des catholiques
catholique comme politique et du pape François. Je crois que le pape François l'a aussi clairement dénoncé lors de certains de ses discours. Je veux dire, là, le libéralisme, un capitalisme sain et vertueux, encore une fois, oui. Un libéralisme scatenat, ou comme on dit en Corse, je crois que ça ne va pas être possible. Pierre, c'est à vous. Alors le libéralisme, outre qu'il est à peu près le contraire de tout ce qu'a dit Paul, et c'est la grande méprise, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse, je dirais, corriger tout cela et en faire un grand effort de pédagogie. C'est aussi le libre arbitre des chrétiens, mais ça je sais que ça lui fera plaisir. C'est à un moment donné de replacer, je dirais, la liberté au centre des choses. C'est un peu d'arrêter d'emmerder les gens, de leur faire confiance, d'avoir un message d'optimisme et de leur dire qu'ils sont capables, sans avoir l'assentiment d'un État au-dessus d'eux, bienveillant, etc., de s'entendre, de faire des échanges, peut-être commerciaux, de poursuivre une vie à la recherche du bonheur et de le faire sans être soumis au-dessus d'eux à un arbitraire. C'est un anarchiste. Qui peut, non, mais l'État peut faire beaucoup de choses, mais l'État ne peut pas tout faire et l'État fait aussi beaucoup de bêtises. Merci beaucoup à vous deux. Vous reviendrez tous les deux débattre donc, sur d'autres sujets. Il y a des Pierre. chances. Oui, je pense que c'est sûr. Je le dis aux téléspectateurs et aux internautes, vous pouvez poursuivre les échanges. Je suis sûr que tous les deux vont vous répondre sur la page Facebook de France 3 Corse via Still ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag PL20H. Merci beaucoup à vous deux. Merci et à très vite. Philippe. Merci Philippe. Pierre. La question de votre 20h, les catholiques sont-ils encore une force politique? L'historien, justement, Paul Torquidorian et l'enseignant et éditeur Philippe Olivier répondent. Bonsoir messieurs, Bonsoir Philippe. ces vacances se sont bien Bonsoir, passées. Philippe. Ça va? Bonsoir. Studieuse. Bonsoir Paul. Oui, Ça. il. Alors la question de votre 20h, revenons à des choses un peu plus Oui, sérieuses. voilà. Laissons les clowns à Inès ou laissons les clowns dans vos rêves ou cauchemars. La question de notre 20h, les catholiques sont-ils encore une force politique? Je voulais poser cette question parce qu'il y a quelques semaines, la Conférence des évêques de France a publié un texte important donnant des pistes de réflexion et des engagements également pour l'Église catholique et ses fidèles. Un constat, la fragilisation du vivre ensemble et un objectif, la redéfinition du contrôle social, un texte que certains observateurs attentifs de la vie publique ont considéré comme étant extrêmement politique. C'est avec vous, Philippe, que je commence. Les catholiques sont-ils encore une force politique? Oui, mais à mon avis, une double force. C'est-à-dire qu'il y a une partie des catholiques, pour moi, non pratiquants, qui ne suivent pas justement la parole du pape, des évêques ou d'autres chapelles, qui sont plutôt du catholicisme social, CFTC, CFDT, et qui ont plutôt un vote à gauche. Et puis ceux qui soient dans l'Église pratiquants, je parle de la France métropolitaine, sont plus souvent certains à la droite ou à la droite extrême, Chardonneret, etc. On le voit dans la Manif pour tous, par exemple. Et suivent quand même une tradition de droite catholique possédante. Pour moi, c'est deux catholiques. Droite catholique possédante, Paul, on est d'accord avec le constat de Philippe? Oui et non. On veut dire, il ne faut pas jouer non plus les imbéciles ou les aveugles et dire qu'une frange du catholicisme qui n'a pas de position à ce niveau-là. Non, moi, ce que je crois plus largement, c'est qu'effectivement, il y a un rôle de plus en plus politique, je dirais, quelque part, du catholicisme. On le voit à travers les déclarations du pape François, tout simplement, sur l'écologie, la finance, l'humanité, les migrants, etc. Il y a des prises de position qui sont très fortes et très fermes et qui, je pense, transcendent l'idée de droite, de gauche, de possédant ou de dépossédé. Je crois qu'on est vers un retour, effectivement, vers un catholicisme, je dirais, qui peut paraître de communication pour ses détracteurs, mais qui en fait renoue avec ses vraies valeurs, qui sont celles de l'humanité, de la présence sur le terrain, et de la politique qui est l'intérêt, l'implication dans la vie de la cité. Je crois que l'Église de France elle-même continue à vivre cette charge évangélique, et surtout l'Église de Corse, au travers essentiellement de ses confréries qui sont très très présentes sur le terrain. Mais effectivement, le catholicisme a vocation à être politique. Quand on parle du pape, quand on évoque le pape François, on dit que c'est, vous l'avez dit un petit peu, que c'est le pape l'un des meilleurs communicants, mais également d'un point de vue politique, que c'est même l'un des politiques qui communique le mieux, l'un des politiques. Absolument. Ben, c'est un chef d'État. On rappelle quand même que le Vatican est un État et que le catholicisme, ça représente environ 1,3 milliard de personnes.
Donc on peut considérer que c'est une bonne partie de l'humanité, qu'il y a une puissance et une organisation, parce que malgré tout, il y a un dogme et un droit, et une législation, je dirais, quelque part, et des valeurs communes sur lesquelles se retrouvent les catholiques. Donc forcément, c'est une force politique, et le pape reste un chef d'État, même si c'est une des moindres de ses fonctions, la première étant évêque de Rome et serviteur de Dieu et des hommes. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Wojtyła, quand il a fait bouger les lignes et faire tomber le mur en 89, était moins communicant, mais tout aussi politique. Bon, là, ce pape, comme vous le savez, était chimiste, puis jésuite, puis il avait l'habitude d'aller dans les favelas. Et il est arrivé 30 ans après, donc évidemment, il a compris le monde d'aujourd'hui et que la communication, qu'elle soit pontificale ou politique, était essentielle. Alors moi, mais ce qui m'intéresse, si on revient au texte que je vous ai donné tout à l'heure, le texte de la Conférence des évêques de France, il y a quand même cette mise en garde contre l'enfermement identitaire. En ce sens, ils alertent tout de même, ce texte alerte l'opinion publique ou les opinions publiques, surtout quand on pense qu'aux États-Unis, Donald Trump notamment a été élu, il a fait du repli identitaire un de ses arguments de campagne. D'autres en France le font, et en Europe également. C'est pas une alerte là, vous ne sentez pas le discours politique ? Oui. Peut-être même à contre-courant de ce que l'on peut imaginer. Forcément, puisqu'on voit le communautarisme et l'isolationnisme se développer en Europe, évidemment aux États-Unis aussi, et que l'Église, qui doit être universelle, comprend bien que c'est un repli égoïste et non pas altruiste, que c'est contraire aux valeurs traditionnelles de l'Évangile, et que si on laisse faire, évidemment, c'est les extrêmes plutôt droites qui vont triompher, comme elles commencent à... Déjà, elles ont failli triompher en Autriche, Viktor Orban en Hongrie, et en France, évidemment, Marine Le Pen. Alors, vous dites, Philippe, contraire à l'idée même, à l'essence même du catholicisme. Paul, vous pouvez justifier certainement ça, mais je voudrais juste vous donner un chiffre qui est important, qui est aussi extrêmement politique sur la sociologie du vote. 34% des catholiques non pratiquants ont déclaré avoir voté pour le Front National au premier tour des élections régionale. Alors évidemment, il y avait dans tout cela un dynamisme dû à la manif pour tous également. Hein. Oui, il y a à la fois un mouvement sociologique... Mais là, pardon Philippe, mais il y a une sorte de dichotomie presque avec la réalité, le vote, 34%, c'est pas rien, très honnêtement, et pourtant avec ce que doit représenter la foi, ce que doit représenter le mouvement catholique. Il y a quand même un côté, il y a une forme de peur qui touche au-delà même de la croyance, et il y a une forme de panique presque face à la dissolution des valeurs essentielles, je dirais même fondatrices, on dira, de la République française. Donc on s'aperçoit qu'il y a une perte de la notion des valeurs des hommes politiques, de la politique en général, et les gens se retrouvent un peu paumés dans tout ça, ils se raccrochent à ce qu'ils considèrent être un repli effectivement identitaire par le vote. Ça veut dire que vous dissociez le vote Complètement, oui. D'accord. Oui. Et puis moi, je pense que non pratiquants, alors il faut dire aussi que 34% c'est beaucoup, mais il y en a 66% qui ont d'autres valeurs dans le vote, donc un vote républicain, on va dire, plus ouvert sur la société, d'une part, et d'autre part, ils ne sont pas pratiquants, donc ils sont plus très reliés à la parole de l'Évangile, ils sont plus très reliés aux encycliques et à ce que dit le pape. Donc, ce qui est délicat justement dans la notion de... Moi je trouve qu'il y a même une forme d'oxymore dans la notion de catholique non pratiquant. C'est vrai. À partir du moment où on est catholique, on adhère forcément à l'Église catholique romaine, et donc forcément quelque part, même si on n'assiste pas à la messe, je dirais. Alors est-ce qu'il existe un vote catholique, selon vous? Non, je ne pense pas. Non. Et je pense même que c'est quasiment une notion franco-française de relier justement la religion à un vote segmentarisé, à la politique, à des notions politiques, et quelque part de culpabilisation, disant finalement les cathos sont intégristes, donc vote FN, ou vote tous à droite, ou la frange très droite de la droite. Je ne pense pas que ce soit réellement le cas. Hein. Moi j'ai répondu, j'ai dit qu'il y avait deux catholicismes, et que il y a un catholicisme traditionnellement qui a fait toute le syndicalisme social, CFTC, CFDT, qui continue, s'il a une pratique, effectivement, à voter politiquement vers les autres, la pauvreté, etc. Ouais. Et puis, il y a quand même une part intégriste qui suit aveuglément, pas Saint-Nicolas du Chardonnay, mais
Notamment. Notamment. Ouais. Voilà. Alors, on va répondre à cette question. Vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée, pour répondre à la question. Paul, c'est avec vous que je commence. Les catholiques sont-ils encore une force politique ? Oui, c'est une force politique, que ce soit au niveau de l'organisation ecclésiastique, bien évidemment de l'Église, je dirais en général, puisque, on le sait aussi, le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes, et que donc forcément l'Église catholique est, de manière traditionnelle et historique, le pilier aussi de la construction de la France. La culture française et la culture corse sont catholiques, et donc forcément, nous sommes tous habités quelque part de manière, je dirais, purement culturelle ou éducative, ou dans le terreau de notre enfance, dans le contexte et le background, un peu catholique. Donc à partir de ce moment-là, tout est catholique, et tout est politique. Philippe, c'est à vous. Les catholiques sont-ils encore une force politique ? Oui, forcément par l'histoire, par l'héritage des familles qui étaient catholiques et pratiquantes. Effectivement, la pratique a diminué. Donc ils ont suivi mon exemple, par exemple. Dans les familles, si vous étiez plutôt du catéchisme social, comme je disais au début, ou du catéchisme plus intégriste et plus je garde mes valeurs bourgeoises et mon argent. Donc effectivement, c'est quand même la religion de la France, même si maintenant il y a d'autres religions qui prennent une place plus importante. Donc heureusement, je dirais, parce que ça contrebalance, si vous voulez, d'autres options politiques, d'autres religions présentes sur le sol de France. Pour revenir à l'intégrisme des catholiques, je pense que ce sont des catholiques. C'est le catholicisme qui est un prétexte, en fait. Ce sont des intégristes de base. Merci beaucoup à vous deux. On continuera à parler de toutes ces questions-là qui agitent la société, surtout en ces périodes-là, en période politique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu et débattu autour de cette question. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite, évidemment, sur France 3 Corse via Viastel. Et restez sur nos antennes pour Sport in Corsica.